Moi, je m'appelle Arthur Perrotte, je suis interne en septième semestre, donc en quatrième année d'urologie à Paris. L'urologie, c'est une spécialité qui a l'avantage d'être médico-chirurgicale, donc on fait à la fois de la médecine et une prise en charge chirurgicale, technique, qui travaille sur l'appareil urinaire et génital, féminin et masculin majoritairement, et donc qui va du rein, l'unité fonctionnelle du rein, jusqu'au méa urétral, donc qui comprend toute cette anatomie-là. Comme je l'ai dit, c'est un des gros avantages de l'urologie, c'est sa partie médico-chirurgicale. Moi, j'ai toujours voulu faire de la chirurgie, mais étant passé dans les stages à la fois en tant qu'externe de chirurgie et de médecine, j'avais l'impression que dans les stages très chirurgicaux, un peu comme l'orthopédie, un peu moins viscéral, mais surtout l'ortho, on manquait de cet examen clinique, de cette sémiologie, de ce contact au lit du patient. Et donc, je me suis assez rapidement orienté vers une spécialité qui pouvait allier les deux, une sémiologie fine au lit du malade et un aspect technique de la chirurgie. Et donc, parmi les différentes spécialités dites médico-chirurgicales, je me suis penché vers l'urologie. La beauté de la spécialité, on a vu son aspect médico-chirurgical, donc ça c'est vraiment un pan fondamental. Il y a quelque chose qui est vraiment important aussi avec l'urologie, c'est qu'on peut vraiment tout faire. Euh, Prends pour exemple, on peut faire de l'homme et de la femme, alors que les gynécologues ne feront que de la femme. On peut faire de l'urologie adulte et aussi un peu de l'urologie pédiatrique. Alors c'est un peu une surspécialisation, mais on peut en faire dans une activité conventionnelle. On peut, en parlant d'activité, avoir une activité hospitalière, voire hospitalo-universitaire, avec de la recherche, et on y reviendra, je pense, qui est très importante en urologie et toujours d'actualité. Comme on peut avoir une activité libérale et très bien gagner cette vie, être pépouse, bosser 3 jours par semaine à faire des remplacements. Donc on a vraiment tout un champ, un pan des possibles qui est génial. On peut faire de la très grosse chirurgie, assez morbide, avec la chirurgie qui remonte dans le thorax, comme les thrombus caves, sur la chirurgie carcinologique rénale, comme de la petite chirurgie fonctionnelle. On peut faire de l'oncologie, on peut faire de l'urologie fonctionnelle pour l'incontinence urinaire, on peut faire de l'andrologie, de la sexologie, de la chirurgie de verge et des OGE. On peut faire de l'endourologie, donc travailler avec des caméras, comme faire de la chirurgie ouverte, on peut faire de la laparoscopie, plus ou moins robot assisté, on peut faire de l'urgence avec de la greffe, toucher au vaisseau et donc du vasculaire, voire parfois à l'orthopédie quand on fait de la chirurgie pelvienne dite d'exentération, ou de la chirurgie urétrale, où on va faire des pubectomies, etc. Donc en fait, c'est vraiment une spécialité qui est incroyable. On a tendance à dire que la chirurgie générale, en tout cas les successeurs de la chirurgie générale, sont les chirurgiens viscéraux. Et c'est vrai, ils ont un pan d'activité qui est énorme. Ils travaillent de la bouche jusqu'à l'anus, donc c'est génial. Mais en urologie, on a cette spécificité-là de pouvoir bosser aussi sur les vaisseaux, sur l'os, sur le thorax. Et ça, c'est vraiment génial. Et bien sûr, sur la chirurgie digestive, puisque quand on fait toutes nos reconstructions de l'appareil urinaire, on emploie le tube digestif, que ce soit l'intestin, le côlon, l'appendice, etc. Donc vraiment, ce champ des possibles, c'est vraiment la beauté de notre spécialité, quoi. Ah, qu'est-ce qui me plaît moins? Alors ça, c'est un peu compliqué à y répondre. Je pense qu'il y a deux éléments pour moi qui sont importants. Le premier, c'est que, mais ça c'est un peu comme partout en médecine générale, en spécialité médicale ou chirurgicale, il y a une routine. Forcément une routine qui s'installe. On peut avoir les mêmes gestes, les mêmes patients, les mêmes indications. Et donc, il faut arriver à s'extirper cette routine-là parce que c'est un peu facile de tomber là-dedans, notamment quand on est libéral. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que comme l'urologie est une spécialité assez diverse, assez variée, on tend aujourd'hui, et je pense que c'est plutôt une bonne chose, mais pour le bénéfice du patient, à aller vers de la surspécialisation. Et quand on veut garder un aspect très généraliste, en chirurgie tout du moins, je parle de la chirurgie parce que c'est ce qui me concerne et ce que je connais, c'est compliqué de continuer à tout faire. Et aujourd'hui, on va avoir assez rapidement, au cours de l'internat ou du clinica, on conserve une activité généraliste de fond, mais on va tendance à avoir une appétence particulière pour une surspécialisation, globalement l'andrologie, l'urologie fonctionnelle, la chirurgie carcinologique, l'infectio-urologie, la neuro-urologie et la greffe. La transplantation et la greffe sont à peu près les 5-6 pans d'activité de surspécialisation. Et c'est un peu dommage parce qu'on perd ce côté un peu généraliste que j'ai mentionné auparavant. Mais malheureusement, je pense que c'est le fait de toutes les activités où on va vers la surspécialisation. Typiquement, un chirurgien digestif fera soit du colorectal, soit de l'hépatobiliaire, soit du sus mésocolique. Un chirurgien orthopédique va se spécialiser par articulation ou sur le rachis. Et sûrement que les spécialités médicales font pareil. Les néphrologues font plutôt de la greffe, plutôt de l'immunonéphro. Voilà.
Ça, c'est un peu dommage, mais malheureusement, on n'y échappe pas en urologie. En fait, une journée type, c'est un peu compliqué parce que on alterne beaucoup dans nos journées. Typiquement, on va dire qu'il y a trois pans d'activité dans les spécialités chirurgicales et médico-chirurgicales. Le bloc opératoire. Donc une journée type, ça peut être, tu arrives le matin, souvent ça commence entre 7h30, 8h, voire 8h30 selon certains services, et tu vas au bloc opératoire. En tant qu'interne d'urologie, tu es majoritairement, quand tu es jeune, une aide opératoire. Donc tu t'habilles sur les différentes interventions. Et en fonction de ton expérience, de l'âge et du grade que tu as, tu vas monter un petit peu dans les sphères chirurgicales et être de plus en plus confronté à de l'autonomie et donc à devenir de plus en plus autonome sur les blocs jusqu'à quand tu es vieille interne d'urologie, comme ça commence à être mon cas en dernière année internat, à être un peu autonome sur les blocs, voire parfois opérer seul, avec toujours un soutien psychologique, moral ou physique des chefs qui sont dans le coin. On n'est jamais laissé seul, en tout cas moi ça m'est jamais arrivé d'être abandonné au bloc opératoire. Mais justement cette gradation-là du compagnonnage fait que c'est génial. Et donc ça c'est la journée un peu type du bloc opératoire où tu arrives le matin, tu opères, une fois que tu as fini ton opération, tu vas faire les petits papiers, compte rendu opératoire, compte rendu hospitalisation, les prescriptions. Tu fais ta journée comme ça, tu bouffes entre midi et deux, et après tu finis aux alentours de 16, 17, 18 heures. Ça, c'est la journée du bloc opératoire qui est un des grands pans des spécialités chirurgicales et je pense notre activité phare, quoi. On a une activité forcément de clinique et donc de médecine hospitalière avec nos patients hospitalisés. En post-opératoire, les quelques jours ou semaines qui vont suivre les interventions avec la visite matin et soir et puis gérer les prescriptions, l'antalgie, la thrombophylaxie, les problèmes infectieux, les problèmes de sonde, de drains chirurgicaux, etc. Faire leur papier de sortie, qu'ils ont passé plusieurs jours et qu'il y a eu des événements qui soient indésirables ou pas, et donc le notifier, le traiter et faire le relais avec la médecine de ville, le médecin traitant. Et je pense que ça, je pense, c'est le deuxième grand pan, c'est cette part de médecine hospitalière, mais qui est inhérent à chaque spécialité médicale ou chirurgicale. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui est très important en urologie, parce qu'on en fait beaucoup, vu qu'on est une spécialité médico-chirurgicale, un peu moins dans la spécialité chirurgicale, c'est la consultation. Nous, en urologie, on a un ratio, on dit à peu près, c'est des chiffres à la louche, de patients qu'on voit en consultation et de patients qu'on met au bloc opératoire de 1 pour 10. Donc on doit avoir 10 patients en consultation pour avoir un patient au bloc opératoire, peu importe l'indication. Alors qu'en chirurgie digestive, en orthopédie, c'est plutôt le ratio de 1 pour 2. Et après, quand on prend des spécialités interventionnelles, comme la cardiologie, la gastro-entérologie, des choses comme ça, c'est plutôt de 1 pour 20. Donc on est un peu entre les deux. Je connais pas trop les autres spécialités médico-chirurgicales comme l'ORL par exemple, je connais pas trop le ratio, mais voilà. Et donc, par rapport à un chirurgien digestif, un orthopédiste, un neurochirurgien, etc., on va avoir une part importante de consultation. Et il faut aimer la consultation, il faut aimer voir du malade, il faut aimer faire de la médecine en dehors de juste de la chirurgie. On fait beaucoup de la neurologie, dans le domaine de la neurourologie, traumatisme médulaire, Parkinson, SLA, troubles cognitifs, etc., qui ont un retentissement sur l'appareil urinaire. On fait pas mal d'infectio-urologie. On a une assez grande connaissance en quelque sorte par rapport à nos confrères orthopédistes et chirurgiens viscéraux de tout ce qui est antibiorésistante, écologie bactérienne, etc. Et voilà. Donc ça c'est le troisième grand pan. Donc activité chirurgicale, princeps, médecine hospitalière, forcément de périopératoire, avec bien sûr nos confrères anesthésistes, réanimateurs et la consultation. Et enfin, ce qui est minoritaire et qu'on gère entre deux blocs ou quand on fait la visite ou des choses comme ça, c'est l'activité d'urgence. Et donc là, tous les patients qui viennent aux urgences, que ce soit du post-opératoire qui ait des problèmes et qui viennent aux urgences, qui consultent pour ça, de la fièvre, des douleurs abdominales, des vomissements, une sonde qui est plus en place, quoi que ce soit, ou des activités d'urgence en urologie globalement, la pyélonéphrite obstructive, la douleur testiculaire aiguë, dans laquelle on suspecte la torsion du cordon spermatique, et puis l'activité de greffe et de transplantation. L'internat d'urologie, c'est pas bien compliqué. Vous pouvez vous référer aux différentes sociétés savantes. Il y a des maquettes obligatoires à respecter. L'internat d'urologie, l'internat de manière générale, en tout cas en chirurgie, se divise en 3 grandes périodes. La première, c'est la phase socle, qui est faite de 2 semestres. La deuxième, c'est la phase d'approfondissement, qui est faite de 6 semestres. Et enfin, c'est la phase de consolidation, qu'on appelle aussi docteur junior, qui est faite de 2 fois 1 année. Donc au total, dans les textes de loi, l'internat de chirurgie et d'urologie, c'est 6 ans.
On a tendance à dire que c'est plutôt 4 ans parce que la période de docteur junior, de phase de consolidation, on commence à vraiment être autonome avec notre patientèle, en consultation, parfois au bloc opératoire, en fonction de ce qu'on sait faire, de comment on peut être autonome. Et donc, parfois, on l'exclut de la période d'internat, mais dans les textes de loi, c'est une période d'internat. Dans les textes de loi, il y a des stages obligatoires à réaliser qui ne sont pas forcément de l'urologie, parce que comme je l'ai dit au début de cette interview, l'urologie, on touche vraiment à quasiment tout. Dans ces stages obligatoires, il y a notamment de la chirurgie digestive. On doit faire au minimum 2 voire 3 semestres de chirurgie viscérale et abdominale. Et il y a des choix hors stage, au minimum 2 voire 3 à réaliser, parmi lesquels on peut choisir de la chirurgie vasculaire, un autre choix de chirurgie digestive, de la chirurgie gynécologique, donc la gynéco mais accès chirurgical, chirurgie pelvienne, pas d'obstétrique en tout cas, et de la chirurgie pédiatrique. On peut faire d'autres spécialités. J'ai des copains qui ont fait autre chose, notamment de l'orthopédie, etc. Notamment quand on a un doute en début d'internat, durant les 3-4 premiers stages, avec une autre spécialité pour voir un petit peu ce que c'est. On peut même faire parfois de la médecine, et j'en parlerai je pense après, sur les FST, les formations spécialisées transversales. Et voilà, donc ça c'est l'internat d'urologie, 6 années, 3 phases, phase SOC, phase d'approfondissement, phase de consolidation, un minimum de 3 ou 4 semestres d'urologie, mais pas que. À l'inverse de nos confrères chirurgiens digestifs et orthopédistes, on fait quand même quasiment la moitié, donc on fait pas mal de stages en hors spécialité, majoritairement chirurgical, mais aussi médical. Et donc vu qu'on en parle, je sais pas si tu comptais l'aborder plus tard, en urologie on a accès à des formations spécialisées transversales, les FST, qui sont en fait les successeurs des DESC. Vous savez que maintenant on fait un DES de spécialité, un diplôme d'études spécialisées d'une spécialité particulière, la médecine générale étant considérée comme une spécialité maintenant. Et avant on avait des diplômes d'études spécialisées avec des diplômes complémentaires, les DESC, c'est pour complémentaire. Et avec la réforme de l'internat où les DESC ont disparu et les DES ont été transformés en spécialités, on a des possibilités de faire des surspécialisations avec des formations à part entière. Notamment en urologie, on a accès à 3 surspécialisations, 3 FST qui sont très intéressantes. La première, c'est celle que j'ai faite, qui est la FST de cancérologie de l'adulte, qui nous permet de faire beaucoup d'oncologie médicale et de la radiothérapie, nous permet de prescrire et de voir une patientèle oncologie, parce qu'en urologie, un des grands pans de l'urologie, c'est la cancérologie, et de faire notamment de la chimiothérapie, de l'hormonothérapie avec des molécules très avancées, de la radiothérapie à minima. Voilà, donc ça c'est une des premières FST. Et ça, pour faire ça, il faut faire un stage de 6 mois d'oncologie médicale à orientation urologique et un stage, alors ça dépend des régions, soit 6 mois de radiothérapie, soit un stage mixte urologie, radiothérapie de 3 mois. La deuxième FST qui est assez prépondérante, c'est la FST d'andrologie et de médecine sexuelle qui nous oriente plutôt vers une chirurgie de la verge et des OGE, courbure de verge, dysfonction érectile, prothèse de verge, sexologie, chirurgie reconstructrice et de transition, chirurgie de réassignation génitale, homme-femme, femme-homme. Voilà, c'est tout un pan de la chirurgie qui tend, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a la chirurgie plastique aussi dans les stages qu'on peut faire. Et enfin, la troisième surspécialisation, troisième FST, c'est la chirurgie de guerre, qui est commune avec les chirurgiens digestifs, les chirurgiens thoraciques, les chirurgiens vasculaires et les chirurgiens orthopédiques, il me semble. Et ça, c'est pour notamment quand on va avoir une activité d'urgence, souvent à orientation militaire. Il y a quand même quelques urologues qui finissent à l'armée, et on pourrait en parler plus amplement, parce que c'est très intéressant, qui font cette FST-là. Et pour le coup, cette FST, ça nécessite juste de valider 2 stages, avec quelques cours en plus, mais 2 stages d'urologie et de chirurgie générale, de digestif, qui sont dans des trauma centers, quoi. Donc ça demande pas beaucoup d'implication et c'est super intéressant. Paris, c'est génial. Moi, je suis pas parisien à la base. J'ai un parcours un peu atypique. Je viens du sud-est de la France. Je viens de Nice. J'ai fait mon externat de médecine, donc ma faculté de médecine à Lyon. Et je suis interne à Paris. Je sais pas où est-ce que je vais finir. Peut-être à Lille, si on suit la logique des choses. Paris, c'est génial parce que ça offre un éventail des possibles qui est, je pense, le plus divers en France. On a je ne sais combien de CHU, je ne sais combien de spécialités. Il y a des très grands chirurgiens, des très grands médecins reconnus au niveau national, voire international, partout. Et il y a le dynamisme culturel et intellectuel de Paris, avec malheureusement les petits inconvénients de Paris. Et en tant que provincial, je peux les énumérer, hein, la promiscuité, le prix des logements, etc. Mais clairement, moi je trouve que Paris c'est génial pour la formation. Je suis pas certain qu'on puisse avoir mieux, mais
Pareil, je suis pas passé ailleurs, j'ai pas fait d'interchu, et je sais qu'il y a en tout cas en urologie, des CHU et des villes qui sont extrêmement réputées, tout autant que Paris. Donc ça dépend un peu quelles sont vos aspirations, qu'est-ce que vous voulez comme qualité de vie, et où est-ce que vous voulez être. Et puis après, c'est des choix de vie, hein. Est-ce qu'on a un compagnon ou pas? Ou est-ce qu'on a de la famille? Est-ce qu'on a des copains? Au début, c'était un peu dur, les premiers deux premiers mois, on va dire. T'es habitué quand t'es externe. Alors, vous, ça a un peu changé. Nous, c'était l'ECN. On le passait en fin de D4. On bossait surtout D2, D3, D4, donc quatrième, cinquième, sixième année à fond. En D4, c'était sixième année, c'était du 8-10 heures par jour, très axé compétitivité, machin, etc. Du bachotage, quoi. Bon, c'était comme ça, fallait passer sous les fourches codines. Et en fait, t'étais un peu aliéné par ton mode de vie. Et quand t'arrives interne, tu découvres plein de trucs. Tu découvres qu'il y a une vie à côté des études, une vie à côté de l'hôpital. Tu sors avec tes potes, etc. Et au début, c'était un peu difficile de trouver comment je voulais, quel choix de carrière je voulais faire. Notamment être réglé, se lever tôt le matin, hein, les gardes, les astreintes, être réveillé la nuit. Les astreintes, t'as pas forcément de repos parce qu'il me semble qu'ils sont pas obligatoires. Les gardes, c'est quand même extrêmement respecté. Maintenant, t'as quasi exclusivement partout des repos de garde. Mais les astreintes en urologie, on fonctionne beaucoup sur un mode d'astreinte et tu pouvais passer des nuits un peu difficiles et le lendemain être là et être au taquet. Et puis, tu as beaucoup de doutes au début. Tu as beaucoup de doutes parce que nous, on bachotait énormément. On connaissait des trucs de malade mental sur des vascularites, des trucs de fou. Et au final, tu te rends compte que tu sais pas prescrire du Doliprane, tu vois. Donc au début, ta première semaine, on te met un bip entre les mains, on te dit gère les urgences, gère les patients hospitalisés, t'as quasiment jamais palpé un ventre, jamais vu une sonde vésicale, etc. Donc voilà, après, t'es pas abandonné, tu as toujours des co-internes, tu as toujours des vieux internes, des chefs, des seniors et le patron. Et en tout cas, en urologie, c'est une spécialité partout où je suis passé et tous les retours que j'en ai eu, peu importe la ville, extrêmement bienveillante. Donc t'es jamais tout seul, il faut pas avoir peur de demander quand tu as un doute. Quand tu as un doute, il n'y a pas de doute, faut demander, faut se renseigner, faut aller chercher l'information. Et donc au début, c'est un peu difficile parce que tu sais pas trop où aller chercher cette information, donc tu bosses un peu à droite à gauche. Puis tu fais un peu la fête, tu sors avec tes potes et tout. Donc voilà, c'est un peu une période, moi, des 2 premiers mois où je savais pas trop où j'allais, où tu remets un peu en question ton choix de spécialité, de ville, etc. Puis souvent, tu es un peu seul au début quand t'es pas avec tes potes ou quand t'as pas de copains, copines. Donc c'est un peu dur au début, mais moi s'il y en a qui entendent cette vidéo après et qui ont cette période-là de doute, peu importe ce qu'ils font, franchement, accrochez-vous, foncez, après c'est que du bonheur, quoi. Alors mon externe, donc moi je l'ai fait mon externe à Lyon, faculté de médecine Lyon-Est. Très bien. J'ai en P1 c'était un peu compliqué parce que tu sais pas si tu vas avoir un taf à terme, donc ça j'en ai pas mal bavé. Mais après P2 D1 beaucoup de soirées et tout, et D2 D3 D4 assez réglé. Assez réglé, la dynamique des stages. Nous, on fonctionnait, alors en D2, D3, on fonctionnait sur un mode où tu faisais du temps plein, donc tu faisais 6 semaines de stage à fond et 6 semaines de cours à fond. Donc ça, je trouvais ça assez bien parce que du coup, ça te donnait vraiment un rythme de vie. Puis tu étais là l'après-midi, tu pouvais faire tes entrées, tu avais vraiment le côté sémiologie, observation. Enfin, en fait, c'est vraiment le cœur du métier de l'externe. Pour moi, c'est ça, tu vois. C'est vraiment apprendre à examiner les malades, à ausculter les malades, à voir des signes, la turgescence jugulaire, le mec qui est tout jaune, etc. Et à faire des observes. Parce qu'après, on se rend compte qu'il y a plein d'externes qui arrivent internes, de jeunes internes, et ils savent pas présenter un malade au téléphone, sur un avis en urgence, en RCP, sur la transmission, tu vois, etc. Et ça, c'est dommage parce qu'en fait, l'externe là, c'est pas que du bachotage, tu vois. Alors d'autant plus pour vous, c'est encore plus compliqué parce qu'on a raccourci la période là, vous le passez, si j'ai bien compris, début des 4. Voilà. Après, d'un autre côté, c'est pas si mal parce qu'il y a les échos où j'ai l'impression qu'on a tendance à aller plus vers le sens clinique, tu vois, plus sur l'observation, ce côté un peu ouais, de sémiologie clinique, et ça, c'est fondamental, et peut-être que c'est une bonne chose qu'on ait pris cette direction-là, je suis pas encore, je sais pas. Et donc moi, mon externat s'est assez bien passé parce qu'il était réglé, que j'ai réussi à bien me poser, à bien bosser mes collèges, bien bosser mes cours, et en même temps à bien aller en stage, j'ai jamais essayé d'esquiver les stages. Et je pense que c'est important d'avoir cet équilibre-là entre les stages et les cours. Et il faut pas tomber dans l'un ou l'autre, se dire ouais, la clinique c'est fondamental, je bosse pas trop les cours. Franchement, la médecine, faut l'apprendre. Au bout d'un moment, faut bachoter un minimum parce qu'en fait, il y a une énorme quantité de choses à savoir. Et même si tu fais une spécialité de l'ultra spécialisation à terme, tu verras des malades qui ont des comorbidités, tu verras des malades qui vont décompenser d'autres comorbidités. Et il faudra savoir les reconnaître, il faudra savoir les prendre en charge à minima avant de passer la main à un spécialiste. Donc même si tu fais pas l'anesthésie générale ou la médecine interne, il faut savoir à peu près tout faire, quoi, à minima. Et donc je pense que voilà, s'il y a un maître mot, c'est cet équilibre-là pour réussir entre guillemets un externat entre les stages et le taf.
Et puis après, les potes, la famille, etc. Bien évidemment, faut pas s'enfermer complètement dans le boulot, mais voilà. Et moi, j'ai eu de la chance, tout, ouais, mais j'ai pas eu de difficulté à avoir ma spécialité. Et voilà. Je pense que c'est en partie par la persévérance et l'équilibre de vie. Alors, on peut s'axer que sur une pratique, ça c'est même de plus en plus la réalité. J'ai mentionné les différentes surspécialisations. On peut tout à fait, enfin, il faut que je nuance mes propos, on peut tout à fait garder une activité d'urologie générale, hein. Notamment si on fait de l'activité libérale, hein, de la clinique. On peut tout à fait tout faire, sauf peut-être de la transplantation rénale, puisque ça nécessite des unités de dialyse, des néphrologues à côté, parfois de la réanimation, des chirurgiens vasculaires quand c'est un peu compliqué. Donc ça, je crois que c'est la seule chose que les urologues libéraux ne peuvent, en tout cas c'est très difficile à ma connaissance, ils peuvent pas le faire. C'est peut-être amené à changer, mais sinon tout le reste, vraiment tout le reste, on peut le faire en libéral. Donc ça c'est vraiment génial, c'est un truc sur lequel il faut insister par rapport à d'autres spécialités. C'est dur aujourd'hui, par contre, de dichotomiser complètement la médecine urologique et la chirurgie urologique. Je pense pas qu'on puisse faire que de la médecine urologique, ou alors vraiment c'est de la surspécialisation de ouf et les gens qui font ça se comptent sur les nombres de mains, quoi, ou un peu plus, mais c'est vraiment pas la majorité. Euh, je pense qu'il faut, si on veut faire de l'urologie, il faut à minima avoir une âme chirurgicale. Même si clairement c'est pas que du bloc, voilà. Il faut avoir une âme à minimum chirurgicale parce qu'il y aura, même au cours de son internat et de son clinica, il y aura un peu de chirurgie. Mais après, par contre, clairement, on peut orienter son activité. Et qu'on soit en libéral, à l'hôpital, voire universitaire, ou en ESPIC, tu sais, les cliniques à but non lucratif, enfin, tous les modes d'exercice possibles, on peut faire plutôt que de la grosse chirurgie, plutôt que de la lithiase, plutôt que de l'infection urologique, plutôt que de la neurourologie. Donc, on peut clairement se surspécialiser. Et je pense que pour les malades, c'est ce qu'il faut faire, de plus en plus. Je l'ai déjà pas mal dit, hein, médical, chirurgical, du rein, de la vessie, de l'urtère, plein d'organes différents, de la prostate, du cancer, des infections. Enfin, vraiment, non, non, il y a plein de choses. Et même ce qu'on ne suspecte pas, ce à quoi on ne pense pas et qui est fascinant, et de plus en plus en train de monter, c'est la chirurgie, euh, chirurgie de, on va dire, de reconstruction, l'urologie reconstructrice. Euh, on inclut dedans toute la phase de transition entre les malformations de l'enfant et l'âge adulte, la chirurgie de l'urètre notamment, la chirurgie de réassignation sexuelle. Y a plein de choses qu'on négligeait beaucoup auparavant. Moi, c'est clairement pas ce vers quoi je m'oriente, mais c'est fascinant et qui prend de l'ampleur. Et clairement, ce que avant les gens ne considéraient pas est maintenant considéré et ça diversifie encore plus notre activité. Donc vraiment plein de choses à faire différentes. Ouais, carrément, c'est passionnant. Il y a vraiment tous les pans de l'urologie qui sont concernés, ça bouge énormément. Surtout dans le domaine de l'oncologie, je suis obligé de le dire, mais il y a des drogues qui sortent quasiment toutes les semaines, il y a des énormes équipes de recherche, et puis en fait on a ce côté aussi, cette dimension médicale nous apporte le fait qu'on est aussi pas mal axé recherche, mais vraiment pas que. Et, la société savante d'urologie, la française d'urologie travaille beaucoup sur la lithiase, sur le fonctionnel, sur l'urologie reconstructrice, sur la transplantation, sur plein de choses, l'hypertrophie bénigne de prostate, etc. Et je pense que oui, l'urologie est très dynamique côté recherche. Et puis on peut aussi faire de la recherche fondamentale, donc de la paillasse en quelque sorte. On peut faire de la recherche biostatistique et d'analyse d'imagerie. Donc là, on est plutôt sur le mot un peu qu'on emploie tout le temps et à tout va, c'est l'intelligence artificielle, mais on peut travailler vers ce domaine-là, comme on peut faire de la recherche clinique. Donc la recherche au lit du malade, les essais cliniques, les drogues, essais de phase 3 randomisés, etc. Et les urologues sont extrêmement impliqués dans tous ces pans de recherche-là. Des conseils? Ouais, ben alors, bosser c'est important. Enfin, on a tous des moments un peu down et on a tous un peu envie de baisser les bras. Euh, je pense, peu importe ce que vous ferez, c'est le plus beau métier du monde, de ce côté humain, de rentrer dans une chambre d'un patient et de voir le voir sourire et nous dire merci. Je pense qu'il y a rien de mieux, en sachant pertinemment que il y a l'inverse aussi. C'est que parfois vous serez à l'origine de soucis, d'effets indésirables, voire de décès.
Malheureusement, ça arrive, c'est extrêmement rare, mais ça arrive. Et donc, il faut parfois avoir le recul nécessaire euh, pour assumer ça, en parler autour de soi. Donc, le conseil, c'est bosser à fond, aller en stage, bosser vos bouquins, c'est le plus beau métier du monde. Et si vous voulez choisir l'urologie, n'hésitez pas à vous renseigner autour de vous. Même si c'est un doute, si vous savez pas trop, le bloc opératoire c'est pas trop votre truc, le pipi, le caca, le sang c'est pas trop votre truc, euh, euh, tout ça il faut, enfin on passe outre au bout d'un moment. Et si c'est quelque chose qui peut vous attirer, allez voir des urologues, allez voir des chirurgiens, allez en consultation. Quand vous êtes aux urgences, essayez de suivre les internes ou les chefs de spécialité qui descendent et qui font des gestes. Soyez vraiment open-minded quoi. Essayez de voir et de prendre tout ce qu'on peut vous donner, et après, plus tard, vous ferez votre choix au moment venu des ECN. Et puis, bien évidemment, si vous voulez choisir l'urologie ou discuter de l'urologie, notamment à Paris ou ailleurs, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou peu importe, j'essaie d'être vachement réactif.